Bonjour et merci de nous suivre sur Time for Africa dans votre émission Le JT de la présidentielle. Alors aujourd'hui, il est question de parler de la manifestation de l'opposition sénégalaise, mais aussi Macky Sall qui doit faire un choix sur le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Youssou Ndour aussi qui quitte le navire Benno Bokk Yakaar en démissionnant de son poste de ministre conseiller. Nous parlerons aussi de l'émigration clandestine car la marine sénégalaise a arraisonné des pirogues de fortune qui prenaient le large pour rejoindre l'Europe. Avec notre invité Omar Apo Mendy. Bonjour Omar. Bonjour, vraiment c'est un plaisir pour moi de revenir ici à nouveau. Sur TFA, une télévision que je suis beaucoup, et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier tous les techniciens et aussi Kumba Choubou Diarra, une femme qui se bat et qui existe en tout cas petit à petit dans le paysage médiatique. Alors Omar, la première question, sans plus tarder, l'opposition sénégalaise compte rejoindre la rue. Pour l'instant, on attend de voir s'ils auront l'autorisation ou pas. Quelle analyse faites-vous de cette intention du F24 de revenir encore dans la rue afin de marcher, de protester certains droits selon eux? Bon, dernièrement, d'abord merci pour la question. Dernièrement, on a vu que les autorités sénégalaises ont quand même interdit des manifestations, des demandes de marche à cause quand même des troubles, ont-ils dit, à l'ordre public, mais également à cause disons des problèmes liés à la sécurité, oui, des saccages qu'on a observés dernièrement au Sénégal. Donc au regard de tout ça, je pense que en tout cas, si on se fie aux dernières manifestations, les autorités peuvent quand même l'annuler parce que le F24 quand même c'est une grande organisation. Mais est-ce que cela suffit aussi pour restreindre quand même les libertés et les droits fondamentaux? Oui, ça pose la problématique de la liberté disons de marche au Sénégal et la liberté d'expression, parce que pour moi dernièrement d'abord il y a eu plus de 1700 détenus politiques, un record jamais enregistré depuis que le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale. Mais l'État commence quand même à lâcher un peu du lest. Hein. Oui, on a vu également y a de plus en plus dernièrement il y a eu beaucoup de médiations, notamment le khalife général de Touba, Serigne Mountakha Mbacké. Il y a également les familles religieuses telles que Tivaouane, Medina Baye. C'est des familles, ces chefs religieux quand même ont entamé des médiations, des négociations souterraines, et quand même c'est en train de donner leurs fruits parce qu'on assiste de plus en plus à la libération de quelques jeunes détenus politiques. Justement, parlant du Magal de Touba qui vient de s'achever, il y a de cela quelques heures, on a l'impression que Ousmane Sonko a été l'absent le plus présent de ce Magal. Oui, effectivement, parce que le Magal de Touba, c'est une manifestation religieuse d'une grande envergure. Donc c'est un moment privilégié pour les hommes politiques également de se rendre là-bas, histoire de se faire remarquer, histoire de faire un clin d'œil à la communauté mouride. Et puis c'est un magal aussi qui regroupe chaque année selon... À l'électorat de Touba aussi. Donc plus de 5 millions d'individus se retrouvent chaque année à Touba pour le magal. Donc je pense que oui, Ousmane Sonko est l'absent le plus présent, mais quand même il a été représenté. Je vois que la coalition a fait une forte délégation qui est allée rencontrer le khalife général et d'autres dignitaires religieux de Touba. Touba aussi c'est un enjeu électoral, donc pour l'ex-PASTEF, mais pour la coalition Askanui. Touba aussi c'est un enjeu diplomatique, Touba aussi c'est un enjeu médiatique. Donc je pense que oui, Ousmane Sonko est l'un des hommes politiques les plus influents de ce pays en tout cas. Donc qu'il soit emprisonné, tous les débats tourneront autour de sa libération, et je pense que les familles religieuses de Touba, y compris d'autres, sont à pied d'œuvre pour demander en tout cas au chef de l'État, son Excellence Macky Sall, de le libérer. Et c'est tout à fait normal parce que avant lui-même, il y a eu d'autres dignitaires
religieux qui ont reçu quand même, qui ont bénéficié d'une liberté provisoire à l'image de Barandjaï et du député de la coalition Askanui à la veille du Magal de Touba. Et je pense que le processus continue, la dynamique continue. Donc espérons que peut-être dans les prochains jours, dans les mois à venir, on va drastiquement réduire en tout cas le nombre de détenus au Sénégal. D'accord. Alors nous passons au second point et ça consiste au choix de Benno Bokk Yakaar, un candidat de dilemme, peut-on dire? Oui, dilemme oui pour le chef de l'État parce qu'il y a eu quand même des candidatures à l'interne. Mamboy Diao qui est le directeur de la Caisse des dépôts et de consignation, maire de Kolda, il y a également le docteur Alim Goundiaï, le champion de Linguère, Abdoulaye Daouda Diallo également, l'ami intime et fidèle on a deux candidats compagnon. Il y a Mamadou Racine Sy aussi. Il y a Mamadou Racine Sy, mais il y a également docteur Serigne Diop, mais au-delà de lui, il y a Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre. Il y a actuellement le Premier ministre Amadou Ba, qui est aussi candidat. Je pense que l'APR, le parti du président Macky Sall, et puis également la coalition Benno Bokk Yakaar qui était là et qui l'a accompagné depuis 2012 jusqu'à nos jours, quand même, ils lui ont donné une carte blanche pour qu'il puisse choisir tranquillement le candidat qui convient et le candidat qui peut-être pourra assurer la continuité. Pas tout l'APR quand même. Oui. Il y a des membres très influents et même des ministres comme Alim Goundiaï qui ont quand même opposé un certain... Oui, ça c'est à l'interne, Maintenant, puisque la coalition Benno Bokk Yakaar a donné une carte blanche au chef de l'État de choisir un candidat qui pourrait continuer quand même le travail, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait en tout cas des candidatures à l'interne. Maintenant, le chef de l'État, Macky quand même est un homme politique parce qu'il a été maire de Fatick, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président de la République. Donc, il sait qu'il a le profil pour continuer à travailler son PSE, son plan Sénégal émergent. Il sait qui a le profil aujourd'hui, s'ils vont aux élections présidentielles, qui peut faire face à la coalition et à Askanui. Va-t-on vers une implosion de la coalition Benno Bokk Yakaar? Effectivement, le cas du PDS est là, mais le PDS est là. Tous ces gens qui tournent aujourd'hui autour du président Macky Sall, c'était des gens qui étaient dans le Parti démocratique sénégalais, avec le président Abdoulaye Wade, mais après la chute du PDS en 2012, mais on s'est vu, il y a une implosion du PDS. Il y a eu au sein du groupe, au sein du PDS, il y a eu plusieurs partis politiques, y compris Oumar Sarr, les autres. Donc je pense que c'est parce que tout simplement, peut-être le système de management politique que le président Wade a voulu imposer, parce que d'aucuns pensent qu'il est en train d'imposer son fils, qui est Karim Wade. Donc si Macky impose un candidat qui n'a pas le profil quand même de continuer les œuvres que je considère gigantesques de Benno Bokk Yakaar, je pense qu'on va vers des candidatures multiples. C'est que sûr qu'on a entendu un candidat qui est Mamboy Diao dire en tout cas si le chef de l'État choisit un candidat qui en tout cas ne répond pas aux critères et qui ne fait pas l'unanimité autour de lui, en tout cas il va se décider. Il va se dire, ça veut dire quoi? Peut-être il va choisir, il va se décider d'être candidat. Mais c'est sûr que le 9 c'est pour bientôt. Ils sont toujours dans les règles de l'art, parce qu'on doit aller vers le parrainage. Et je sais que Macky Sall, le chef de l'État, Macky Sall, le connaissant politique qu'il est, je pense qu'il ne va pas faire un choix qui pourrait coûter très cher à la coalition Benno Bokk Yakaar. Et il faut le rappeler aussi, il a un système de management politique qui est extrêmement important. C'est la première fois qu'on voit autant une coalition, en tout cas avec plus de 350 partis politiques, avec plus de 200 partis et mouvements à l'intérieur qui accompagnent le chef de l'État depuis 2012 jusqu'à nos jours. Je pense qu'à l'intérieur, il y a eu un travail qui a été fait. Il a quand même... un travail de fidélisation. Etc. Quelquefois d'endoctrinement autour du plan Sénégal émergent. On a vu aussi le plan Sénégal émergent qui a fait un peu des merveilles. Quand on prend le pont transgambien, le pont de Marsassoum, à l'intérieur du pays, des pistes de production qui ont été construites, mais également d'autres constructions. Un bon bilan, on peut dire. Un bon bilan
bilan, oui, un bon bilan. Sur le plan des infrastructures, je pense que le président Macky Sall quand même a fait un travail colossal. Et le prochain candidat de Benno Bokk Yakaar devra quand même non seulement se baser sur le bilan, mais également il a déjà un canevas sur lequel il pourrait s'appuyer, qui est le plan sénégal émergent. Très bien. Alors vous nous suivez dans le JT de la présidentielle avec comme invité Omar Apo-Mendy dans votre chaîne préférée Time for Africa. Omar, quelqu'un d'autre a débarqué de la barque Benno Bokk Yakaar. Il s'agit du chanteur de la star Youssou Ndour, qui est aussi ministre conseiller. Donc Youssou Ndour qui a son parti politique, Fekke Mathi Bolé, comme on dit. Quelle est votre analyse par rapport à cette démission de Youssou Ndour à quelques mois de la présidentielle? Bon, il faut écouter. Écoute, vraiment, ça a été une surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à cette démission quand même, Youssou Ndour. On l'a vu en 2012, Youssou Ndour qui a lancé son mouvement. À l'époque, il était d'abord candidat, mais après, au deuxième tour, il a soutenu le chef de l'État, Macky Sall. Donc, depuis 2012 jusqu'à nos jours, Youssou Ndour est fidèle. Il a été d'abord ministre, après ministre conseiller, etc., ministre de la Culture, ministre conseiller aujourd'hui, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar avec son mouvement Fekke Mathi Bolé, présent partout sur l'étendue du territoire national. Avec des lieutenants aussi qui ont avec ce Youssou Ndour-là qui quitte aujourd'hui, qui démissionne de son poste de ministre conseiller et de la coalition Benno Bokk Yakaar et qui, peut-être, d'après les informations que j'ai regardées un peu partout, Youssou Ndour va se prononcer prochainement sur l'avenir de sa carrière politique, mais également les perspectives en tant qu'un homme de culture, un homme politique. Maintenant, Youssou Ndour, aujourd'hui, il ne peut pas prétendre être candidat parce qu'il n'a pas aussi cette base politique. Mais il n'est pas le seul. Qui lui permettrait peut-être de franchir l'étape des parrainages. Il y avait Aminata Assome Diatta, l'ancienne ministre du Commerce, qui avait ouvert... je ne pense pas. Il y a trop de candidatures fantômes. Il y a trop de candidatures fantômes au Sénégal, malheureusement. Mais en fait, c'est des candidatures d'alliance, pour moi, à mon avis. Je veux dire, les candidats qui sont issus de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il y en a toujours. Aminata Assome Diatta qui s'était démarqué d'abord. Ensuite, aujourd'hui, Youssou Ndour. Est-ce qu'on ne craint pas une implosion de la coalition? Il y aura d'autres qui vont partir également. Il y aura d'autres qui vont partir. La vie politique, elle est ainsi faite. La scène politique, c'est comme ça qu'elle marche, en tout cas au Sénégal. C'est des enjeux, c'est des intérêts. Et voilà, chacun essaie quand même sur la base, en tout cas, des profils en présence, chacun décide où il va aller. Je pense qu'aujourd'hui, Youssou Ndour est très bien entré, très bien conseillé. Assome Diatta, qui est d'abord une cadre de l'administration sénégalaise, mais également ancien ministre du Commerce, qui a quand même peiné à gagner Keur Massar. Je ne pense pas qu'elle ait des prétentions pour diriger le pays. Non, je ne pense pas. Peut-être elle va s'arranger derrière un candidat qui ne serait pas forcément le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Peut-être c'est des guerres de positionnement, c'est le marketing politique. Chacun cherche, chacun va se regarder, va essayer de peser son poids électoral. Et puis au finish, pour dire, bon, écoute, je décide d'aller avec tel candidat ou tel candidat pour éventuellement, en cas de victoire, me positionner, revenir sur la scène politique et m'imposer. Je pense que c'est dans ça. Est-ce que l'emprisonnement du maire de Keur Massar, qui actuellement est en détention, ne peut pas profiter à Aminata Assome Diatta à Keur Massar, qui est une très grande banlieue aussi, qui regorge d'un électorat non négligeable? Non, je ne pense pas, Parce que il faut comprendre d'abord comment le maire de Dakar est venu, comment le maire de Keur Massar a été élu. C'est un système qui est là. Le système, c'est la coalition Yewwi Askan Wi, dirigée par Ousmane Sonko. Tout le monde le sait très bien. Il y a eu des maires qui étaient dans d'autres communes et qui ont eu la chance de devenir maires aujourd'hui. C'est grâce aux efforts, à l'aura
et à de Ousmane Sonko. Mais qui n'a plus de parti politique. Oui, mais Nil Tété Ousmane Sonko, beaucoup de maires, beaucoup ne rêveraient même pas être candidats, à fortiori aujourd'hui devenir maire. Est-ce que les paradigmes n'ont pas changé aussi? Les paradigmes, à mon avis, n'ont pas changé. À mon avis, rien n'a changé. Hein? Le PASTEF, à mon avis, quand j'analyse les partis politiques, le PASTEF c'est une idéologie. Le PASTEF c'est un projet. Ils ont réussi quand même à endoctriner une jeunesse, à endoctriner les jeunes, à leur dire que, écoutez, le projet que nous avons en place, il vous appartient. Ce projet, c'est le Sénégal. Il faut qu'on aille vers un Sénégal nouveau, un Sénégal où les partenariats seront gagnant-gagnant, un Sénégal où nous mettrons en avant les solutions sénégalaises. Et je pense qu'une partie de la jeunesse sénégalaise, en tout cas celle qui adhère à ce projet, elle reste toujours fidèle. Oui, on ne peut pas combattre une idéologie à travers un papier. Oui, quelqu'un l'a dit, dissoudre le PASTEF, c'est juste... Il n'y a pas que la dissolution. Oui. Le PASTEF était dans une coalition. Il y a eu Askanui, aujourd'hui, qui n'augure rien de bon pour des lendemains meilleurs. Il y a Barthélémy Diaz qui n'est plus en parfaite harmonie avec une bonne partie de la coalition. Il y a Khalifa Sall aussi, qui n'est plus considéré comme membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. En un mot, Taxawu Dakar ou Taxawu Sénégal qui n'est plus membre de cette coalition. Est-ce qu'on peut craindre le syndrome de l'implosion comme on en craint au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Bon, la coalition Yewwi Askan Wi, c'est une autre affaire. Dès le départ, on a vu le jour même de la signature de la charte, on a vu des gens comme Bougane Gueye Dany et d'autres qui ont signé qui ont claqué la porte parce qu'ils se disaient qu'il y avait quand même une sorte de favoritisme. Au-delà de ça, on a vu lors des élections législatives, on a vu que d'abord lors des élections locales, on a vu des gens qui n'ont pas été sélectionnés, pressentis et qui ont claqué la porte. Au finish, dans des régions, dites des régions à grande, disons, obédience politique, ces gens-là ont perdu. C'est le cas de Dr Boubacar Diop à Thiès. Moussa qui voulait être maire de Thiès, on a choisi Boubacar Diop, Moussa a perdu. C'est le cas également à Dakar et dans d'autres régions. Aujourd'hui, je pense que les élections locales sont un autre baromètre. Les élections législatives sont encore un autre baromètre. Mais tout compte fait, que Khalifa Sall et Barthélémy Diaz quittent aujourd'hui la coalition Yewwi Askan Wi, je pense que la prochaine présidentielle, le parti, ce n'est pas un seul parti qui va gagner cette élection. Nous sommes à l'ère des grands ensembles. Et je crois fermement, je crois aux grands ensembles. Et c'est le grand ensemble qui pourrait en tout cas chambouler la donne. Parce que nous acheminons vers la reconfiguration politique. Aujourd'hui, Ousmane Sonko n'est pas là. En tout cas, les chances pour qu'Ousmane Sonko soit candidat à la prochaine élection présidentielle sont minimes. Parce qu'avec toutes les charges qui pèsent sur lui, c'est quand même très minime. Et je pense qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko, qu'il soit en prison, à Rebeuss, partout, il a un mot à dire. Parce que tout simplement, il a aujourd'hui le seul parti politique membre de la coalition Askan Wi le plus populaire et le plus constant. Justement. Donc aujourd'hui, que Khalifa Sall et Barth quittent, je ne pense pas qu'ils... Parce que Dakar aussi, c'est un autre enjeu. Est-ce qu'on peut s'attendre à un remplacement d'Ousmane Sonko au sein de PASTEF? Bon, je ne sais pas. Tout simplement de moi, de toute façon, je sais que ces chances sont minimes, mais nous avons vu ces camarades de parti... Parce qu'il n'est plus éligible. Oui, ces camarades de parti, ces avocats dire qu'ils gardent jusqu'à présent ses droits civiques et civils. Donc, on attend de voir... Ce n'est pas ce que dit Ismaël Madior Fall. Oui, Ismaël, le ministre de la Justice, il est dans la politique, ça se comprend, parce que lui, il parle de bon sens et pas de logique, alors que nous sommes dans le droit. Mais c'est le ministre de la Justice. Hein? Oui, c'est le ministre de la Justice, mais c'est un ministre politique. Un ministre qui a été nommé par le chef de l'État, Macky Sall. Et le chef de l'État, Macky Sall, lui a dit lui-même, quand il y a certains dossiers, quand le procureur informe le ministre de la Justice, le ministre de la Justice est tenu également d'informer le président. Et le président qui regarde, qui observe, qui fait des constats, est-ce que ce dossier doit être
traîner, etc., etc., où est-ce que je dois mettre mes coudes, etc. Donc du coup, c'est un ministre de la justice politique. Donc on peut dire que c'est l'exécutif qui manipule le parquet Il n'y a pas de séparation de pouvoir. C'est un ministre de la justice politique, nommé par le chef de l'État. Donc quand il parle de logique et de bon sens, je pense que nous sommes dans le domaine du droit. Et il faut dire le droit. Et jusqu'à présent, Ousmane Sonko garde en tout cas ses droits. Maintenant, est-ce que le PASTEF doit avoir un plan A, ou un plan B ou un plan C? Ça, je ne saurais le dire. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les chances d'Ousmane Sonko sont minimes. Maintenant, pour ne pas en tout cas tomber dans le piège de la coalition Benno Bokk Yakaar, je pense qu'ils doivent réfléchir à une alternative sûre et fiable, capable de maintenir la dynamique, en tout cas, de la coalition Yewwi Askan Wi. Sans cela, je pense qu'aujourd'hui, c'est la coalition... Une dynamique sans Khalifa Sall, car il l'a dit. Oui. Il n'était pas prévu au sein de la coalition Yewwi Askan Wi d'avoir un seul candidat. Ils étaient partis au début... à l'approche de l'élection présidentielle, d'avoir plusieurs candidats, selon Khalifa Sall. Oui, mais les derniers événements, peut-être, ont poussé les gars de PASTEF à dire que, voilà, il y a eu quelques trahisons, donc voilà, je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on peut appeler ça trahison, puisqu'on est en politique? Oui, eux, les hommes du terrain, mais la politique, c'est du domaine de la trahison. La politique, c'est le domaine des intérêts. La politique même, c'est des intérêts. Chacun regarde ses intérêts où ils sont et puis il se lance. C'est comme ça. Maintenant, le problème qui s'oppose, Khalifa Aboubacar Sall est candidat ou pas, ou bien Habib Sy candidat, Dr Boubacar Diop candidat, on sait qu'au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, il y aura plusieurs candidats. Il y aura plusieurs candidats. On a déjà vu Boubacar Diop a lancé sa candidature. D'autres vont lancer leur candidature. Déthié Fall également lancé sa candidature. Le docteur Boubacar Camara est aussi candidat. Maintenant, quand on regarde ce qu'on appelle la représentativité de tous ces candidats, c'est là où ça pose problème. Est-ce que Boubacar Diop est présent partout sur l'étendue du territoire national? Est-ce que les autres candidats qui s'annoncent ont des militants partout à travers le Sénégal? C'est ça le problème. Et là aujourd'hui, Ousmane Sonko, en quelques années, avec son parti, le PASTEF, ils ont réussi quand même à faire le maillage territorial. Et c'est là où ça devient important. Partout au Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, c'est la deuxième force politique. Le PASTEF devient un parti très représentative à l'Assemblée nationale et partout à travers le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers ça. Idrissa Seck revendique quand même son statut de chef de l'opposition. Ça, on y reviendra peut-être un autre jour, Inch'Allah. Nous allons à présent parler de l'immigration clandestine. En 24 heures, 242 migrants ont été interpellés au large de Saint-Louis. L'hémorragie continue toujours, le syndrome ne s'arrête pas. Malgré les nombreuses sensibilisations des autorités, qu'est-ce qui ne va pas chez la jeunesse sénégalaise ou ouest-africaine, si je peux le dire ainsi? Oui, le problème avec la question-là, chaque année on en parle. Je pense que les jeunes qui partent, ils sont désespérés. Ils n'ont plus de l'espoir. Ils ont perdu tout espoir africain. Pour eux, leurs dirigeants ont vendu la mèche aujourd'hui. Parce que quand l'Afrique perd chaque mois, chaque jour, chaque semaine, sa véritable force vive sur laquelle elle peut compter dans les années à venir, je pense qu'il y a derrière cette question tout un tas de questionnements qu'il faut réfléchir. Et à mon avis, aujourd'hui, je pense que la première cause qui fait que beaucoup de chefs d'État ne prêtent pas attention, c'est d'abord la question liée à l'inégalité sociale, la question liée à l'injustice sociale, la question liée à la malrépartition des ressources, la question liée à la malgouvernance, la question liée aux crimes économiques. Parce qu'on est en train d'endormir la jeunesse africaine. Et c'est pourquoi ces jeunes sont prêts à tout, même sacrifier leur vie pour partir. Quelqu'un qui te dit Barça ou Barsac, c'est que lui, il n'a pas peur de la mort. Ils affrontent la mort. Ils vivent au quotidien avec la mort. J'allais même dire, dans un autre terme, qu'ils n'ont pas honte à mourir parce qu'ils vont à la recherche d'un lendemain meilleur. Ils pensent, en tout cas, qu'ils sont là, ils sont diplômés. Certains sont des
ont la licence, certains ont des masters, ils n'ont pas d'espoir pour travailler dans ce pays. Ils peinent même à décrocher des stages. Donc ils pensent que l'Europe constitue aujourd'hui un lendemain meilleur, l'Eldorado. Tu comprends? Donc eux, tu ne peux pas les arrêter. Ce n'est pas le discours. Combien de chefs d'État? Il y a de la misère en Europe aussi. Oui, mais je dis, il faut que les gens comprennent cela aussi. Et vraiment, tu penses que ces jeunes-là, s'ils devaient écouter les discours, combien de discours ont été prononcés en Afrique? Combien de chefs d'État ont prononcé des discours, ont demandé aux jeunes d'arrêter? Combien de mécanismes de prévention et d'alerte les chefs d'État ont mis en place pour surveiller nos côtes? Le Frontex. Mais n'empêche, chaque jour, ils décident de partir. C'est parce que jusqu'à présent, 60 ans après, on n'a pas touché les véritables questions. On n'a pas trouvé des réponses adaptées, coordonnées et globales face à la problématique de l'immigration irrégulière. Et c'est ça le problème. Vous étiez en Europe, oui. Vous savez que l'Europe n'est plus l'Eldorado. L'Europe d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Mais eux, ils s'en fichent. Parce qu'ils se disent, oui, mon frère est parti en France. Mon frère est parti en Italie. Au bout de 4 ans, il est revenu, il a acheté un terrain. Il a construit une maison. Il a amené ma maman à la Mecque. Moi aussi, je vais faire de même, quitte à mourir. Il se dit, j'ai mon ami qui est au quartier, au village. Quand 2 ans derrière, quand on se battait, je prenais sa part. Aujourd'hui, si ce gars-là que je battais a eu le courage de prendre la mer, d'affronter la mort, pourquoi pas moi? Et pourtant, il y en a qui réussissent ici. Mais je dis, il y en a ceux qui... Moi, je ne suis pas en train d'encourager, de demander aux jeunes de partir. Je suis contre l'immigration irrégulière. Mais il va falloir que nos gouvernements trouvent des réponses, Ibrahima. Comment pouvez-vous comprendre qu'un homme politique qui est resté, en tout cas, au Sénégal et qui 2 ans derrière n'avait absolument rien, qui aujourd'hui bénéficie des avantages du chef de l'État, est nommé dans un poste quel qu'il soit, au bout de quelques années, il est devenu milliardaire. Il construit, il a des villas, il a des maisons. Donc vous pensez que tout ça est dû à la malgouvernance? C'est la malgouvernance, c'est des crimes économiques. Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver ces problèmes. Il faut trouver les réponses adaptées pour que définitivement, que nous puissions retenir les jeunes. Tu dis à un jeune, ne pars pas en Europe. Tu vas lui donner quoi? Tu lui proposes quoi? Tu lui proposes quoi? Chez lui, il n'y a pas d'usine. Les pêches, on a donné des licences à des étrangers. Mais nous avons quand même la terre, Omar. Oui, mais la terre, nous avons l'eau. Le cas de Ndengler. des bras valides. Oui, mais va dans la petite côte. Il n'y a que des étrangers, il n'y a que des Européens, il n'y a que des Asiatiques, il n'y a que des Américains qui sont là-bas. Parce que chez eux, ils n'ont plus d'espace. L'Afrique est devenue la nouvelle frontière normative. Le monde de demain se joue en Afrique. Ils sont là. Est-ce qu'on peut tout mettre aussi sur le dos de l'État? L'Amérique est là. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de l'État, sachant qu'aujourd'hui, les paradigmes Mais c'est l'État qui signe les conventions, Ibrahima. C'est l'État qui donne des licences d'exploitation aux multinationales. L'État responsable, c'est son rôle régalien. Je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver des réponses ensemble avec nos partenaires techniques et financiers pour que l'Afrique puisse en tout cas devenir non seulement un continent qui a été longtemps appauvri, mais un continent pourvoyeur d'emplois. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, Time for Africa, JT de la présidentielle. Omar Apomendi, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Alors, on n'a pas eu le temps de parler des géopolitiques aujourd'hui, on n'a pas eu le temps, mais merci. En tout cas, c'est pour moi un plaisir de venir ici. Et n'hésitez pas si l'occasion se présente. Merci. Je serai là pour vous. Merci. Merci à vous, Omar. Merci aux techniciens qui ont bien voulu nous accompagner dans cette édition. Merci à Kumba Tchoubou, Madame Tchoubou, la brave dame de fer qui se bat pour occuper aussi sa place de choix dans l'espace audiovisuel. Nous vous donnons rendez-vous prochainement, Inch'Allah, dans le JT de la présidentielle, dans votre émission Time for Africa. Merci et à très bientôt.